Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Otaku. Je m'appelle Ami, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine. Encore une fois, la pile est plus haute que moi, fait qu'on va y aller. Alors, je commence par mes promotions, comme d'habitude. J'ai eu deux promotions cette semaine. C'est une réédition, en fait, ce sont deux rééditions. La première, c'est Deep Sea Aquarium Magmel. Alors, le cover est super beau. Le titre est juste ici, il est vraiment tout petit. Puis, je m'excuse pour le sticker 3 €, on les reçoit comme ça. Mais chez nous, ils sont à moitié prix. Donc, au lieu de 14,95, ils sont à 7,95. Alors, Deep Sea Aquarium Magmel, on est sur un manga un peu tranche de vie, mais qui prend pied dans un setting fantastique. En fait, on suit un jeune garçon qui est passionné des fonds marins depuis tout petit, mais vraiment des fonds abyssaux, là où on descend, puis il fait noir, puis on voit plus rien, et où il y a des créatures vraiment les plus étranges qui peuvent nous parvenir, comme ce genre de créatures par exemple. Et qu'il est passionné de ça, et il se trouve qu'il y a un aquarium un peu spécial qui a vu le jour, et je vais essayer de vous retrouver l'image. Alors là, j'ai l'image de toutes les créatures marines qui sont quand même assez cool. Et puis, je vais essayer de vous retrouver l'image de cet aquarium. Mais donc, en fait, cet aquarium qui a vu le jour, c'est un aquarium en situation réelle. C'était une espèce de grosse bulle de verre qui a été posée au fond des océans, mais très très profonds, auxquels on accède par un train sous-marin. Et finalement, on se retrouve entouré des fonds abyssaux avec les poissons qui tournent autour, donc dans les vrais fonds marins. Puis lui, comme il est passionné de ça, il va se trouver une job, mais il n'a pas de formation. Alors il va devenir balayeur. Alors c'est pas forcément ce qu'il avait envie de faire, mais c'est déjà mieux que rien parce que il a la chance d'être entouré de ses poissons préférés tout le temps, de pouvoir les étudier, puis surtout, il va faire une rencontre qui va un petit peu changer le tournant de sa vie puis de sa carrière et qui va lui permettre d'accéder au genre de poste qu'il aimerait, comme par exemple soigner les poissons, s'occuper de les étudier, etc. Fait que là, il va nous expliquer plein de choses sur les fonds marins, sur les poissons, et en même temps, c'est super féerique parce qu'on est dans cet univers qui est complètement improbable et qui est complètement fascinant. Fait qu'il y a un très très beau livre, et puis vous avez vu, les dessins sont juste incroyables. Fait que c'est Deep Sea Aquarium Magmel. Vous avez les 3 premiers qui sont à moitié prix, fait que c'est vraiment une super bonne occasion de commencer la série. Puis le 4e vient aussi de sortir, mais à prix régulier celui-ci. Et ma deuxième promotion, c'est une autre promotion avec le petit sticker que j'aime pas. C'est Zozo Zombie, qui est un manga plus axé sur les enfants, tranche de vie également, très épisodique et comédique surtout. On suit un petit garçon qui s'amuse dans un parc, il est dans le bac à sable, puis là dans le bac à sable, il découvre un zombie. Voilà, qui ressemble à ceci. Il l'appelle Zozo. Et ça devient son ami parce que ce zombie cherche juste à être aimé puis avoir un peu d'affection. Mais bon, le problème c'est que c'est un zombie, alors il se passe plein de trucs qui devraient pas. Par exemple, il y a du sable qui sort de son ventre ou il se met à vomir du sang. Ça a l'air dégueulasse comme ça, mais c'est vraiment fait pour les enfants. Puis c'est vraiment dessiné aussi de manière très simpliste pour les enfants. Fait que on est sur une comédie tranche de vie, mais bien évidemment très fantastique, avec plein de petits gags, de quiproquos qui mettent en scène ce zombie qui est pas comme les autres. Fait que même chose, vous avez les 3 premiers volumes qui sont sortis à moitié prix, puis vous avez le 4e qui vient de sortir également. Et on y va avec les nouveautés, les vraies cette fois. Alors je vais commencer avec La Balade de Ran. On est vraiment sur du médiéval fantasy. Alors en fait c'est une série qui est terminée en 2 volumes seulement, que vous voyez ici. Les 2 sont sortis en même temps. Puis sinon il y a également le coffret qui est sorti, coffret intégral, super joli coffret intégral, assez simple, mais qui vaut la peine quand même. Il n'est pas plus cher, fait que finalement comme la série est terminée, c'est quand même assez intéressant de prendre le coffret. La Balade de Ran, donc on suit True, qui est une jeune ménestrelle, donc une jeune fille qui parcourt les contrées pour faire de la musique, puis vivre de sa musique. Bon, le problème c'est qu'elle n'est pas très très bonne à composer, puis il y a comme jamais personne qui assiste, fait qu'elle a du mal comme à récolter suffisamment d'argent pour vivre. Puis un jour dans un village, elle va croiser le chemin de ce personnage assez sombre qui s'appelle Ran, et qui est un chasseur de démons. Les démons dans ce monde-là, on les appelle les karmas. Donc c'est un exterminateur.
Elle va faire sa rencontre, puis elle va décider que ce personnage est quand même super intéressant, puis il voyage, puis mine de rien, il peut la protéger aussi, hein, on va se le dire. Fait qu'elle décide de suivre Ran pour écrire une ballade en son honneur. Fait que c'est une mignonne petite histoire autour de ce ménestrel, de ce personnage. Mais quand je dis mignonne, bah finalement c'est pas si mignon que ça parce que ça bouge tout le temps, il y a vraiment beaucoup d'action, il y a des gros monstres assez dégueulasses. Fait qu'on est, voilà, il y a ce genre d'image qui pourrait presque faire penser à du Berserk. Je vais dire presque parce que je veux pas me faire insulter, mais on s'entend-tu que c'est une image qui pourrait qui pourrait avoir l'air de ça. Fait que beaucoup de combats, beaucoup de sang qui coule, et en même temps notre petite ménestrelle toute frêle et toute mignonne qui se balade là-dedans. Donc la balade de Ran, terminée en 2 volumes, vous pouvez acheter les 2 volumes séparés ou bien le coffret. Et je vais passer dans du rétro. Alors là, on est chez Casterman, une autre série en 2 volumes sur laquelle je me suis vraiment éclatée, c'est Comet Girl. Et on est vraiment sur un style très très rétro, vous allez le voir. C'est tout en couleur, mais avec une colorisation... je sais pas si c'est fait à la main, ça a l'air en tout cas, mais je vais pas m'avancer sans en savoir plus. Mais en tout cas, ça fait vraiment style fait à la main, tout au watercolor, puis c'est juste magnifique. Ça se passe, c'est de la science-fiction, ça se passe dans l'espace, puis dans un espace qui est très coloré, hein. Il y a des cristaux, il y a toujours des couchers de soleil absolument magnifiques avec comme des arcs-en-ciel dans le ciel, des espèces de couleurs de fou. Fait que bref, on en prend plein les yeux avec la colorisation, c'est magnifique. Et sinon on est vraiment sur une sorte de magical girl, donc vraiment dans le style rétro des années 70, on retourne dans Cutie Honey presque. Et on suit donc Sazan qui est un humain qui travaille sur des chantiers, il est tout simplement comme maçon, genre. Sauf qu'il travaille sur des chantiers dans l'espace, fait que là chaque jour il quitte la Terre en vaisseau spatial pour se rendre sur une planète différente. Alors, voilà à quoi ressemble la Terre dans ces années-là. J'adore. Fait qu'il se rend toujours sur une planète différente, puis il construit des planètes, puis en fait, le monde, au lieu d'acheter une maison, bah, ils peuvent acheter une planète, tu vois. Fait que ça ressemble à ça. Et un jour, ben, il manque son dernier train pour rentrer sur Terre, fait que là, il commence à paniquer, à se dire comment je vais faire, je peux pas rester dans l'espace, j'ai pas assez d'oxygène pour toute la nuit. Et c'est là qu'il fait la rencontre de la Comet Girl, cette jolie jeune fille que je vais vous retrouver juste ici, sur sa moto volante, qui lui propose de le ramener sur Terre. Et dont il tombe immédiatement éperdument amoureux. Alors, sans savoir que c'est la fille comète, où il va l'apprendre très rapidement par un de ses collègues, puis il va apprendre qu'est-ce qui fait la particularité de cette femme comète, pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas tomber amoureux d'elle, et malgré tout, malgré tout, il est tellement amoureux qu'il veut absolument faire de quoi pour elle, il veut absolument la rejoindre, puis il va s'apercevoir que elle a plein de problèmes, fait que, avec tous les pirates et les brigands de l'espace, fait qu'il va essayer d'aller la sauver en fait. Fait qu'on est vraiment sur une histoire très très rétro, là, vraiment comme la jeune fille en détresse, mais super forte parce que c'est une magical girl qui va se faire sauver par un gentleman qui ressemble presque à Ryo Saeba dans City Hunter. Fait que vraiment du style pur rétro, si vous aimez ça, vous allez aimer Comet Girl, c'est sûr. On a également les 2 premiers tomes qui sont sortis. Malheureusement, j'ai plus le deuxième pour vous le montrer, mais il est exactement semblable à ça. Très beau design également. Alors, on va rester dans le rétro en fait. Avec 2 œuvres sur Godzilla. Et oui, notre cher Godzilla, à nous qui tripons sur le Japon et sur les kaiju bien évidemment. Alors j'ai l'Apocalypse selon Godzilla, le Japon et ses monstres, c'est aux éditions Third, qui est un éditeur qui fait des essais, des analyses d'œuvres. Donc si je vous montre l'intérieur, ben il n'y a pas d'image, c'est vraiment que du texte, c'est vraiment de la pure analyse, et tout ce que fait Third, ben, c'est très en profondeur. Donc si vous voulez tout savoir sur Godzilla, allez-y. C'est notamment eux qui avaient fait Berserk à l'encre des ténèbres, qui avait eu beaucoup de succès il y a quelques années. Fait que c'est un éditeur qui vaut la peine, qui fait les choses bien, donc si vous voulez en savoir plus sur Godzilla, allez-y. Puis j'ai une deuxième œuvre qui est sortie sur Godzilla, qui est ceci. Ça s'appelle tout simplement Godzilla ou Gojira en japonais. C'est un light novel
qui sera en un seul volume, c'est un one-shot. Et puis, ça a été écrit en fait dans les années 50 par le scénariste du film de Godzilla de 1954, et il a scénarisé aussi celui de 1955, je crois. Fait que c'est un light novel sans images également. Et donc c'est vraiment... En fait, à la base, c'était pas forcément un roman, c'était plus un scénario de film. Puis il a monté ça comme un roman, puis c'est ça qui a servi de modèle pour le scénario du premier film de Godzilla. Avec un monument de la pop culture japonaise. Et on va rester toujours un petit peu dans le rétro, mais un peu différent. On est encore aux éditions Third, deuxième publication, ça s'appelle Manga et Sport. Il n'y a même pas de titre. Ah si, il y a un titre, il est ici. Vous le voyez pas bien, mais il est là. Fait que Manga et Sport, une passion japonaise. Fait que même chose, c'est une analyse, un essai qui nous parle du manga de sport, de la relation entre le manga et le sport, de la relation politique que peut avoir le sport, et donc le tournant qu'il prend dans les mangas. Puis évidemment, on va commencer par parler de Ashitano Joe, puisque c'est avec lui que le manga de sport, enfin que le manga de sport qu'on connaît aujourd'hui a commencé en 1962. Donc merci à Tetsuya Chiba, son auteur, parce qu'il nous a laissé un superbe héritage. Et si vous voulez tout savoir sur les mangas de sport, c'est Manga et Sport, tout simplement, aux éditions Third. Et je continue avec un autre manga de fantasy que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle L'enfant du dragon fantôme. Alors le titre est compliqué à retenir parce qu'il y a comme trop de mots, c'est bizarre, mais j'ai eu du mal à le retenir. Alors c'est l'histoire d'un vieux dragon qui dort tranquillement au milieu de sa forêt. Il est vraiment très vieux, il est vraiment au seuil de sa vie. Et cette forêt sert en fait de décharge publique à tous les humains et les autres créatures environnantes qui lâchent tous leurs déchets là-dedans, qui viennent se débarrasser de ce dont ils ne veulent plus. Et un jour, ce qui est lâché sur notre dragon, c'est pas un objet, mais un petit bébé. C'est une petite fille humaine qui a probablement 3 ans et qui vient d'être abandonnée. Bon, c'est assez triste, je l'avoue. Et notre dragon, elle lui tombe vraiment littéralement dessus, et notre dragon décide de s'occuper d'elle le temps qu'elle arrête de pleurer. Puis finalement, le temps qu'elle arrête de pleurer devient des années, et la petite fille grandit, élevée par un dragon. Donc la petite Ève, comme il l'a nommée, va devenir, de bébé, va devenir une petite fille, et notre dragon, qui était à la fin de sa vie, va lui s'éteindre. Et un jour, quand Ève va se réveiller, mais son papa adoptif, le dragon, est mort. Alors, complètement désespérée et abattue, elle va trouver un grimoire de magie, en fait récupérer un grimoire de magie qu'il lui avait donné pour qu'elle s'entraîne à le lire. Et elle va pendant des mois et des mois essayer de jeter des sorts pour faire revivre son papa dragon. Puis elle va finir par réussir et notre cher dragon va se terminer en dragon squelette fantôme. Fait qu'elle va de nouveau pouvoir avoir accès à parler et avoir de la compagnie avec son papa adoptif. Et c'est de là que notre histoire va commencer. Finalement, j'aime beaucoup cette scène où on voit la forêt calcinée avec le dragon squelette qui parle à cette toute petite fille avec son chapeau de sorcière. Je la trouve magnifique. Et en fait, le truc c'est que comme Ève est maintenant le seul être vivant de ce duo, elle a quand même besoin de se nourrir. Puis dans la forêt, il n'y a plus rien, ne serait-ce que parce que ça a été calciné par sa magie. Donc le dragon fantôme et la petite fille décident, la petite sorcière finalement, maintenant c'est une sorcière, et ils décident de quitter la forêt et pour aller dans le monde des humains pour essayer de lui faire une vie où elle va pouvoir vivre parmi ses semblables. Bon, le problème c'est que entre temps c'est une sorcière, puis elle est accompagnée d'un esprit, fait que ça passe pas tout à fait bien. Fait que, ils vont faire comme un long chemin et on va les suivre tout au long de leur voyage et dans leur péripéties. Fait que ça ressemble un petit peu dans le style à Alpi de Soul Sander qu'on avait eu récemment, que j'avais beaucoup aimé, où même chose, on suit vraiment le voyage qui est rempli de magie, de monstres, d'aventures d'une petite fille, et puis là pour le coup d'un dragon fantôme qui est quand même assez cute. Fait que très très beau manga, c'est L'enfant du dragon fantôme. Et je continue avec un yaoi en 2 volumes qui s'appelle Toi tu m'aimes. C'est un yaoi réservé aux 16 ans et plus qui se passe dans une banque, en fait avec 2 employés de banque. Après une soirée staff, un party de staff, notre héros se retrouve avec un de ses collègues dans son lit.
avec aucun souvenir de ce qui s'est passé. Fait qu'à la suite de cette soirée, ils vont entamer une relation. Mais le truc, c'est que l'un des deux est hétéro et l'autre est gay. Fait que la relation est quand même pas super facile. Puis celui qui est hétéro continue à sortir avec sa blonde. Fait que là, il y a comme une histoire de jalousie, puis j'essaye de te convaincre de te mettre avec moi pour toujours parce que finalement je t'aime vraiment beaucoup. Donc la relation va se développer entre les deux personnages. C'est une relation assez, un manga assez standard dans le style, mais avec deux personnages qui finalement sont assez intéressants, assez charismatiques, que j'ai bien aimé. Donc c'est Toi, tu m'aimes. 2 volumes. Et mon deuxième yaoi pour la journée, c'est Let's Be Together, aux éditions Taifu, qui met en scène 2 jeunes de probablement 18 ans qui sont des amis d'enfance, ils sont très très proches. En fait, je dis 2 jeunes parce que ça va être eux les protagonistes, mais finalement il y a 3 personnages principaux qui est un trio d'amis d'enfance. Fait qu'il y a nos 2 protagonistes qui vont commencer, qui sont très proches, puis qui vont commencer à vivre une histoire d'amour un peu sans s'en apercevoir. Puis le 3e personnage, c'est leur ami de fille, qui est aussi leur ami d'enfance, qui s'appelle Tomoe, et qui va être notre personnage un peu narrateur, mais sans l'être vraiment, qui va porter un regard extérieur sur ce couple, et qui amène une tournure très très intéressante au manga. Donc nos 2 personnages entament leur relation un petit peu par hasard, un petit peu pour s'essayer aux premières relations amoureuses, puis finalement se rendre compte qu'ils sont vraiment amoureux. Et comment est-ce qu'ils vont l'assumer, surtout que l'un d'entre eux multiplie les conquêtes, mais les conquêtes féminines. Alors encore une fois, on retourne sur cette espèce d'aspect de jalousie, mais avec un aspect beaucoup plus candide que dans l'autre manga que je vous ai présenté. Je dis candide, mais ça reste quand même un manga réservé aux 16 ans et plus, attention. Et comme je le disais, en toile de fond, on va avoir la jeune Tomoe qui, elle, va voir ses 2 amis entamer une relation sentimentale, ne pas vraiment l'assumer, ne pas vraiment savoir où ils s'en vont, et puis les aider finalement à s'assumer, à se dire les choses, à communiquer entre eux. Fait qu'elle a un rôle très intéressant que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est Let's Be Together, et ce sera une série. Et je continue encore dans le fantastique avec un autre très beau manga à superbe cover. Ça s'appelle L'Éden des sorcières. Ça vient tout juste de sortir et vous allez voir que le dessin est absolument amazing. On est vraiment dans de la fantasy. Ben, quand je dis fantasy sorcière, un petit peu mignon, c'est une tendance qu'on voit beaucoup en ce moment, beaucoup d'œuvres qui ressemblent à ça. J'ai une super belle page de garde en couleur également. Dans l'Éden des sorcières, on est dans un monde où les humains, à force d'épuiser la planète Terre, ont vraiment complètement épuisé les ressources et la Terre est devenue complètement sèche. Il n'y a plus de nature, il n'y a plus de verdure et la subsistance est très compliquée. Et les gardiennes de la nature qui sont capables de communiquer avec les plantes, ce sont les sorcières. Et donc elles vivent dans des espèces d'oasis luxuriants, magnifiques, qui sont des endroits cachés, et surtout qu'elles cachent aux humains, parce que sinon les humains vont juste s'en emparer et faire n'importe quoi avec. Et elle continue à perpétrer finalement le cycle de la nature tout en communiquant avec les plantes. Et on suit une jeune apprentie sorcière qui s'appelle Pili et qui suit son apprentissage avec une sorcière très très âgée qui est un peu sa tutrice puis qui l'a recueillie alors qu'elle avait été abandonnée et qui apprend progressivement à parler avec les plantes et à cultiver, mais elle n'est pas très douée, puis elle a un petit peu de mal, elle a jamais vraiment réussi à communiquer avec les plantes. Et elle est aussi très candide, cette jeune fille, hein, comme beaucoup de héros de shonen, parce qu'on reste sur un shonen malgré tout. Et le jour où sa tutrice va avoir un problème de santé, je pense qu'elle va faire une attaque cardiaque ou quelque chose comme ça, notre Pili va quitter en courant son oasis pour aller à la ville la plus proche et essayer de chercher un médecin. Le truc, c'est que les sorcières sont recherchées, comme elles sont les dernières gardiennes de la nature. Elles ont été un peu... elles devraient être, au contraire, intégrées à la société, puis les humains devraient s'inspirer de leur pouvoir pour redonner vie à leur terre, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Au contraire, tout le blâme de la disparition de la nature est mis sur elles, puis il y a une espèce d'inquisition, de chasse aux sorcières, et elles se font brûler. Ouais, brûler quand même, hein, malgré tout, sur le bûcher, tout ça. Et donc notre Pili
Quand elle va arriver en ville, ben, elle est jamais sortie de son oasis et elle va assister à la mise à mort d'une autre sorcière. Elle va prendre peur, puis de ça, elle va se trahir. Et une âme mal intentionnée va découvrir qu'elle est une sorcière et va se jouer d'elle. C'est ce cher monsieur dont, dès qu'on le voit apparaître, on sait tout de suite que lui, ça va être un vilain, c'est sûr, il a la face de l'emploi. Alors, il va se jouer de la naïveté de Pili, pour faire en sorte qu'elle le ramène dans son oasis, et de là il va piller toutes ses ressources et elle va devoir fuir. Elle va être condamnée à fuir dans un monde qu'elle ne connaît pas, et elle va donc partir à l'aventure. Donc on retrouve un petit peu comme dans L'Enfant du Dragon Fantôme, cet aspect de jeune sorcière apprentie qui va devoir entamer un voyage initiatique, devenir plus forte, grandir. Il y a cette espèce de métaphore du passage à l'âge adulte qui est super bien fait, et comme je le disais, tout ça est soutenu par des graphismes absolument incroyables. Donc l'Éden de sorcière est un très très beau manga. On est aux éditions Kiun, qui font, vous le savez, souvent des éditions assez incroyables, de très très bonne qualité. Puis notre Pili dans son voyage initiatique va faire la rencontre d'un jeune garçon qui va un petit peu s'amouracher d'elle, puis qui va décider de la suivre. Elle va être également accompagnée de cette créature fantastique qui est une espèce de loup qui peut se transformer en plante. Bref, il y a tout un côté magique et majestueux qui est vraiment très bien fait. Donc l'Éden des sorcières. Et je continue avec un titre qui est sorti il y a quelques temps, mais malheureusement je ne l'avais pas présenté parce qu'il était passé sous mon radar, puis je l'ai complètement oublié. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui l'ont vu passer ces derniers temps. Ça s'appelle La méthode pour dessiner les mangas, et c'est écrit par Yusuke Murata, qui est le dessinateur de non moins que One Punch Man. Et donc voilà, alors Murata, il aime ça, écrire sur sa vie et sur lui-même. Alors dernièrement, il avait sorti Les bons petits plats d'un mangaka, qui étaient des recettes de cuisine de lui quand il travaille, comment il fait pour se faire à manger, qui était absolument hilarant avec plein d'anecdotes. Puis on retrouve en fait ce format-là dans La méthode pour dessiner les mangas. Fait que cette fois, au lieu de nous partager des recettes de cuisine, il nous partage des techniques de dessin, vraiment de base, puis des trucs beaucoup plus avancés, mais avec en fait entrecoupé d'anecdotes humoristique sur sa vie, puis sur comment il a découvert telle ou telle affaire. Fait que ça va commencer avec qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel, puis quelles sont les bases du dessin, comment est-ce qu'on dessine l'anatomie, comment est-ce qu'on dessine un visage, etc. Fait que c'est un vrai cours de dessin, mais avec une histoire humoristique derrière, fait que ça passe super bien. Autant le côté informatif que le côté humoristique, parce que Yusuke Murata est clairement un gars qui se prend pas la tête puis qui aime rire de lui-même. Alors ça donne des gags assez intéressants. Fait que c'est La méthode pour dessiner les mangas. Et on continue en shonen avec Tetsu et Doberman, qu'on attendait depuis longtemps. La sortie avait été retardée. On a la chance d'avoir les 2 premiers volumes qui sont sortis en même temps. Et on est vraiment sur du shonen neketsu, avec quand même une bonne dose d'action, mais avec un pur protagoniste neketsu. Fait que notre protagoniste, c'est Tetsu. C'est un jeune garçon qui vit dans un orphelinat. Jusque là, tout est assez classique. Puis notre deuxième protagoniste, c'est Doberman. Alors lui, c'est un espèce de chien, mais qui se tient sur 2 pattes, qui est une créature au pouvoir incommensurable et qui a l'habitude de faire partenaire avec un chasseur de démons. Donc, dans ce monde, chaque chien, et puis il y a des chiens de comme différentes races, qui sont des chiens humanisés, sont des gardiens extrêmement puissants qui vont aider des humains qu'on appelle des chasseurs à exterminer des monstres. Et donc Doberman était un des plus connus, un des chasseurs les plus connus, un des partenaires de chasseurs les plus connus. Son partenaire, c'était Big One Kurogane, qui était un chasseur, c'était comme le #1 chasseur dans le monde. Le problème, c'est qu'il est mort, puis il est mort de maladie parce qu'il était très âgé. Et donc Doberman se retrouve sans son chasseur. Ce qu'on va découvrir rapidement, c'est que Big One Kurogane a laissé dans son testament des instructions pour Doberman. Il lui a demandé de retrouver son petit-fils et de lui accorder les pouvoirs de chasseur et de faire en sorte qu'il devienne le plus grand des chasseurs. Et bien il se trouve, vous l'aurez déjà deviné, que son petit-fils c'est Tetsu.
évidemment. Alors, Doberman va retrouver Tetsu, pas dans le meilleur moment, je vous avoue, ça va bouger dès la première rencontre entre nos deux personnages, et notre héros qui n'a pas vraiment, jusque-là, qui n'avait pas vraiment de but dans la vie, ni trouvé sa voie, ni même d'espoir d'avoir une belle vie, et bien finalement il va rapidement accepter de devenir un chasseur et de faire équipe avec Doberman. Donc, on est vraiment sur un développement Neketsu, comme je le disais, avec une bonne dose d'action, des combats bien sanglants. Et puis, je dirais que dans le développement, ça ressemble un petit peu à Hunter x Hunter. Me tapez pas dessus, encore une fois, c'est pas Hunter x Hunter, mais ça ressemble dans la manière dont c'est développé, dans le charisme de notre personnage principal et le charisme de son adjuvant également. Fait que c'est ça, un bon shonen comme on les aime. Donc Tetsu et Doberman, les 2 premiers tomes sont sortis à date. Et je terminerai mon vidéo d'aujourd'hui avec la série très attendue de Beast Complex. Yes! Mon dieu, depuis le temps que je la voulais. Alors, par l'auteur de Beastars, vous l'aurez reconnu, par Uitagaki, la petite génie du manga, parce que vraiment, elle, on peut l'appeler comme ça. Alors, Beast Complex, c'est un recueil d'histoires courtes qu'elle avait fait avant Beastars, qui avait été ses premières publications officielles, et ça a eu tellement de succès que son éditeur lui a dit, bah regarde, fais-moi une série parce que là ça marche vraiment super fort, fait qu'elle a finalement fait sa série Beastars. Donc on va retrouver une série d'histoires courtes qui mettent tout en scène des animaux différents, puis leurs relations. Alors on retrouve la relation très tendue herbivore et carnivore, on retrouve les problèmes de je me suis fait un chum ou une blonde, mais il n'a pas du tout la même physionomie que moi, il n'est pas du tout de la même race, fait comment est-ce qu'on va faire pour cohabiter ensemble. On va retrouver les prémices aussi des personnages des personnages principaux de Beastars, vraiment comment ils ont été construits. Le dessin est tout simplement aussi beau que dans Beastars. Les personnages sont tout aussi intéressants, les histoires sont émouvantes, sont drôles, sont terribles. Vraiment, Paru Itagaki est un génie. C'est probablement une des auteurs les plus prometteuses du manga d'aujourd'hui. Fait que si vous ne connaissez pas encore la série, je vous encourage vraiment à le lire. Puis Beast Complex, ça peut être un bon point de départ, parce que comme c'est des histoires courtes, bah, c'est moins engageant qu'une grosse série comme Beastars. Alors j'ai un autre truc qui est très cool, c'est que, puis ça je le présente rarement à la caméra, mais aujourd'hui il fallait vraiment que je le présente. Avec l'achat de Beast Complex, on vient de recevoir des espèces de portfolios comme ceci, des carnets à dessin de Beastars. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Déjà, l'extérieur ressemble à ça, c'est absolument magnifique. Puis vous avez des ex-libris à l'intérieur avec des personnages de Beastars. Tout est fait à la main, c'est vraiment magnifique. Fait qu'on en a un nombre très limité. Donc pour les premiers acheteurs de Beast Complex, il y aura un portfolio qui va pouvoir être offert. Voilà, bah, j'ai capoté, c'est juste magnifique. J'aurais bien aimé en avoir plus, je vous avoue, parce que je sais qu'on va faire des jaloux. Et c'est donc ce qui termine mon vidéo pour cette semaine. Donc comme d'habitude, je termine avec mes tops et mes flops. Je n'ai pas de flop cette semaine, j'ai vraiment eu une très belle semaine de lecture, très agréable. Par contre, j'ai beaucoup de tops, tout ça. Alors, premier top, c'est Deep Sea Aquarium Magmel avec ses 3 volumes en rabais, parce que vraiment, on va avoir autant le côté informatif qui est très bien amené, qui est pas lourd à lire. Si vous aimez tout ce qui concerne la mer, ben c'est comme vraiment super intéressant à lire. Puis ce côté avec cet aquarium au fond de la mer qui est posé comme une espèce de bijou, comme une perle, perle d'huître, dans lequel on peut admirer des vrais fonds marins puis des vraies créatures. Honnêtement, ça fait rêver, ça fait voyager. Fait que Deep Sea Aquarium Magmel dans les tops. Mon deuxième top, ça va être L'Enfant du Dragon Fantôme. J'ai vraiment aimé ça parce que on a notre relation entre la petite sorcière Eve puis son papa adoptif, le dragon, qui est devenu un fantôme, qui est complètement incroyable. 2 personnages super intéressants avec un univers intéressant également, puis surtout le fait de les accompagner en voyage qui nous fascine. Puis le deuxième que j'ai beaucoup aimé dans le style de voyage, bah, c'est l'Éden des sorcières. Ça fait aussi partie de mon top. C'est vraiment 2 œuvres
qui s'inscrivent dans la mouvance des shonen qu'on voit depuis, je dirais, 1 an, où on a eu la petite faiseuse de livres, on a eu Dahlia, l'artisane magicienne, on a eu Alpi de Soul Sender, on a eu l'atelier des sorciers qui est finalement un petit peu celui qui a commencé ce mouvement de shonen qu'on aime appeler bohème, nous, à Otaku, et souvent ça donne des œuvres magnifiques, puis là, cette semaine ne sera pas exception. Autre top, c'est Comet Girl, une super belle découverte si vous aimez le style rétro, puis la colorisation qui nous transporte vraiment dans cet univers de sci-fi qui est super riche, très très beau, une histoire qui va être très classique, comme je le disais, mais dans un univers incroyable avec des personnages intéressants. Let's Be Together, le yaoi que j'ai beaucoup aimé également, comme je le disais, à cause de la relation entre les deux personnages qui est très candide et très voilà, découverte de soi, et comme je le disais aussi tout à l'heure, le personnage de la fille qui amène un regard extérieur et qui amène une dynamique super intéressante qu'on voit rarement dans les yaoi. Et puis bien évidemment Beast Complex, je le disais tout à l'heure, Paru Itagaki pour moi est une des auteurs les plus prometteuses de sa génération, et donc Beast Complex est vraiment les prémices de ce génie naissant qu'on a pu admirer dans Beastars. Fait que lisez Beast Complex absolument. Merci beaucoup pour votre attention encore aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce qu'on fait du contenu manga vraiment très souvent. Vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations, on aime ça, on est vraiment des passionnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner puis à regarder tout ce qu'on a fait en contenu manga. Merci beaucoup, passez une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!